Salut à toutes et à tous, bienvenue pour encore une vidéo. On va commencer par cet extraordinaire événement, pourtant qui ne surprend personne, ou tout du moins qui ne surprend pas les gens qui sont connaisseurs du fait. À Rennes, dans la banlieue dans une des banlieues de Rennes, ça a joué de la Kalachnikov. Et aujourd'hui, on apprend que également, dans une banlieue de Dijon, des armes à feu ont parlé. Apparemment, il y a un blessé. Mais dites-moi, ne serait-ce pas la preuve, encore une fois de plus, que certains territoires, plus particulièrement qu'on appelle évidemment des banlieues ou des quartiers, sont en proie à la même crise que nous connaissons sur le plan social, économique, politique, c'est-à-dire des guerres de territoire, c'est-à-dire des réseaux, des caïds qui décident de développer leurs activités en essayant de piquer des points de deal à leurs concurrents. Et évidemment, c'est ce qui se passe en règle générale, c'est que ça finit mal. Mais ça finit mal, on va dire à Marseille, on n'est pas très étonné de la façon dont les choses tournent. Mais là, aujourd'hui, force est de constater que Marseille n'a plus l'exclusivité, que désormais, ce sont toutes les grandes et moyennes villes, ou tout du moins les villes avec une grande agglomération, des villes avec des quartiers connus des services de police, connus pour être des no man's land, connus pour être des endroits où l'on pourrait éventuellement intervenir par des opérations policières, avec des enquêtes judiciaires, etc. Mais allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi des policiers, parfois, de façon anonyme, racontent que certaines enquêtes sont stoppées, que certaines enquêtes sont enterrées par des juges d'instruction. Pourquoi ? Tout simplement peut-être parce que si on remonte un peu trop dans la hiérarchie, si on remonte un peu trop dans la pyramide, on risquerait d'être étonné de tomber sur des gens qui à la fois servent de protection. Alors ça peut être des gens issus de la police, des gens issus de la justice, comme aussi des liens directs ou indirects avec des personnalités politiques. Personnalités politiques qui sont non pas mouillées dans ces activités, mais qui sont, pour ainsi dire, tenues par la peau des couilles par des mafieux, on va dire, qui, si jamais le politicien, de par sa position d'élu, n'intervient pas, eh bien, on va lui pourrir la vie, on va lui détruire sa carrière. C'est certainement et sans aucun doute ce qui s'est passé à Canteleu, en Seine-Maritime, près de Rouen. Souvenez-vous, cette mère qui a été suspectée de finalement être plus ou moins complice d'une famille bien connue de certains quartiers de Canteleu. Et dans le bénéfice du doute, finalement, l'enquête a bien révélé qu'en réalité, elle a tout simplement laissé faire. Et le laisser faire, en justice, on appelle ça de la complicité. Et donc, du coup, ça soulève encore une fois de plus la question. C'est comment lutter contre la drogue, comment lutter contre les réseaux criminels, quand on sait que ces réseaux, lorsqu'ils sont structurés, ces réseaux, quand ils sont organisés, s'arrangent toujours pour avoir des leviers, pour avoir des moyens de pression sur des notables locaux afin de s'assurer une protection. Sauf que voilà,
Certains réseaux sont détenus par des personnes qui, il y a encore quelques années, avaient le sens du business. C'est-à-dire, avec une certaine maturité, avec un certain sérieux, essayer de gérer au mieux leurs activités sans trop faire de vagues, sans trop éveiller les soupçons, et essayer de passer en dessous des radars de la police. Mais ça, c'était avant. Avant où on pouvait encore trouver des gens qui savaient mener la barre, qui savaient mener les affaires, qui savaient faire le business. Alors malheureusement, ces gens-là aujourd'hui sont de plus en plus rares. Et j'ai envie de dire, finalement, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais, que dans les milieux professionnels, il est de plus en plus difficile aujourd'hui de trouver des personnes avec des savoir-faire, avec des compétences et des connaissances. Alors on en trouve, mais on ne les paye pas. On ne les paye pas au mérite, on ne les paye pas au niveau de ce qu'ils apportent au niveau de la société, au niveau de la productivité, au niveau de la rentabilité, au niveau de la qualité. Eh bien, dans le milieu criminel, c'est pareil. Il arrive un moment où on ne trouve plus la personne qui aura la maturité, qui aura le sérieux pour gérer les affaires. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui font n'importe quoi, des gens qui sont trop bling-bling, des gens qui se prennent pour des Tony Montana. Tony Montana qui est le personnage de Scarface, et qui est d'ailleurs un petit peu à l'image de cette décadence, c'est-à-dire ce remplacement, ce grand remplacement, j'ai envie de dire, qui a subi un certain nombre de milieux criminels, mafieux, etc. Et c'est exactement la même chose qui s'est produite avec, je dirais, les grands réseaux mafieux, que ce soit la Camorra, etc. C'est-à-dire qu'il est arrivé à un moment où dans les jeunes générations, les caïds, les parrains se sont retrouvés en face de situations incontrôlables, c'est-à-dire des situations de débordement, d'abus. Et malheureusement, l'abus menant parfois à des dérapages qu'il est arrivé à un moment où les parrains des mafias n'ont pas pu gérer, n'ont pas pu résoudre, sans finir par se faire la guerre avec différentes familles, etc., à cause justement de ces individus incontrôlables. Eh bien aujourd'hui, force est de constater que pour développer le business, eh bien, ces individus incontrôlables aujourd'hui sont à la tête de certains réseaux, de certains gangs, de certaines cellules, de certains points de deal, et qui ont les yeux plus gros que le ventre, et qui en veulent toujours plus. Donc c'est une déliquescence finalement qui n'est pas exclusive à ce dont je vous ai déjà parlé sur l'administration, la fonction publique, la politique, voire même dans des grandes entreprises. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis avec Boeing ? Boeing qui est dans la merde, qui est tellement dans la merde puisque il y a eu un reportage de Al Jazeera qui a réussi à infiltrer une des usines aux États-Unis, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, je crois que c'est une usine en Caroline du Sud. Et certains ouvriers ont admis que eux, ils ne monteront jamais dans des 737 MAX. Pourquoi ? Parce que les 737 MAX, finalement, la chaîne de construction, la chaîne d'assemblage, etc., il y a eu tellement de restrictions, il y a eu tellement de baisses de budget, de dépenses, etc., que ce qui s'est passé avec cet avion qui a perdu une de ses portes issues de secours, ça peut arriver encore sur d'autres avions. Il peut se passer d'autres problèmes techniques. Évidemment, une entreprise comme Boeing, ce genre de publicité, et on a appris que l'un des lanceurs d'alerte, merde c'est con, il est mort.
Il a été retrouvé mouru. Donc, oui, malheureusement en France, toutes ces zones que moi, dans les années 90, on appelait ça des no man's land, c'est-à-dire des lieux où la République, où la police ne peut plus rentrer, qui sont détenus par des parrains de la drogue, et qui souvent d'ailleurs ont des accords avec certains policiers. C'est-à-dire que les policiers font le strict minimum pour laisser le business se dérouler dans les meilleures conditions qui soient, avec évidemment des dessous-de-table, conséquents, voire même des dessous-de-table chez les chefs, les hauts commissaires, les hauts fonctionnaires locaux. Sauf que malheureusement, comme je vous l'ai dit, ces réseaux aujourd'hui sont en pénurie de gens compétents, de gens sérieux pour gérer les affaires, et malheureusement confient les affaires à des gens qui ont les yeux plus gros que le ventre, qui veulent toujours plus. Et quand on veut toujours plus, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie d'éliminer la concurrence. Et quand on élimine la concurrence, malheureusement aujourd'hui, ça ne se contente pas simplement de se régler des comptes comme ça en catimini, ça sort l'artillerie. Une artillerie qui, moi dans les années 90, certains policiers que je connaissais, plus particulièrement de la BAC, nous le disaient, même les grands frères. On avait des agents de sécurité qui étaient aussi des grands frères dans ce qu'on appelait les grands frères dans les années 90, et qui œuvraient au sein d'associations dans certaines banlieues difficiles. Et ils nous le disaient, mais de toute façon, des armes, il y en a. Il y a des endroits, dans certaines caves, où on sait qu'il y a de l'artillerie. Mais cette artillerie, elle est cachée, elle est maintenue par justement les parrains des réseaux de la drogue, parce qu'ils savent qu'il ne faut pas laisser ces armes-là entre les mains de gamins qui vont faire des conneries. Sauf que malheureusement, les gamins, ils ont grandi, ils sont devenus adolescents, ils sont devenus adultes. Par contre, mentalement et psychologiquement, ils sont toujours aussi instables. Sauf que par des procédés, par des lèche-culs, et aujourd'hui, c'est eux les patrons. Et comme ils sont les patrons et qui sont malheureusement avec de tensions au niveau intellectuel, là aujourd'hui, les armes sont en train de sortir. Et on ne sera pas étonné que certaines armes, il y aura peut-être des descentes de police, il y aura peut-être des saisies sur des armes, et d'ailleurs c'est déjà le cas, il y a aujourd'hui des saisies qui sont faites par les stupes ou par la gendarmerie, et quand ils prennent des photos de leurs saisies, il y a toujours des armes qui sont là. Alors c'est des armes de poing, mais parfois ça peut être des armes d'assaut. Et de plus en plus d'ailleurs, ils tombent sur des armes d'assaut. Et on a déjà eu ce problème où des caches d'armes, on a retrouvé des armes qui étaient des armes qui avaient été certainement achetées dans des surplus de l'ex-Yougoslavie. Donc d'ici là que des armes qu'on retrouve sur le marché au noir soient des armes qui nous viennent d'Ukraine, il n'y a pas des kilomètres. Donc oui, ça devient le Far West. Sauf que le problème, c'est que le Far West, ça a quelques aspects dangereux pour les habitants de ces quartiers. On comprend que ces gens ont peut-être grandi, ont vécu dans cette croyance, dans cette conviction d'être dans un pays où, oui, il y a des problèmes, mais la police est toujours là, que la justice est là. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité est en train de les rattraper, c'est-à-dire que la police, elle fait ce qu'elle peut, quand elle n'est pas freinée, et puis la justice, elle dépend aussi des individus qui sont les dépositaires de ce fonctionnement de la justice. Alors, il y a des endroits où ça fonctionne, puis il y a d'autres endroits où malheureusement on se rend compte que il y a un problème. Et j'ai envie de dire, quasiment toutes les grandes villes qui sont des marchés de la drogue, il y a quasi certitude que des flics
sont des flics pourris, sont des flics corrompus pour protéger ces réseaux, ou tout du moins quelques réseaux en bon entendeur. Et d'ailleurs, quand on voit que politiquement, certains politiciens, pour essayer de résoudre le problème, voudraient dépénaliser au moins le cannabis, c'est-à-dire dépénaliser de fumer le chichou. Alors, bien sûr, j'entends bien qu'aujourd'hui, si on devait faire un sondage pour savoir quelle est la proportion de Français qui sont des consommateurs occasionnels, on risque fort d'être surpris par le très 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 grand nombre de consommateurs. Et qu'évidemment, dépénaliser le cannabis, ça serait bien. Mais est-ce que ça résoudrait le problème ? Pas sûr. Pas sûr parce que si on dépénalise le cannabis, après il reste les drogues dures. Et vous savez aussi bien que moi que quand on commence une chose, eh bien en règle générale, elle en entraîne une autre. Laissez-moi vous conter que ici aux États-Unis, vous savez qu'il y a des États qui ont dépénalisé l'usage du cannabis, qui ont réglementé la vente du cannabis. Et au passage, la vente de cannabis, c'est surtout non pas pour résoudre le problème ou pour décriminaliser la consommation de cannabis, c'est surtout parce que justement, le très grand nombre de consommateurs, c'est de la taxe qui peut rentrer dans les caisses de l'État. Eh oui, on en revient toujours aux questions d'argent. Et vous avez un État qui, lui, a été plus loin aux États-Unis, c'est l'Oregon. Et l'Oregon, jusqu'à une certaine quantité de drogue dure, avait fait passer une loi pour décriminaliser, pour dépénaliser la consommation de drogue dure, selon, évidemment, un seuil de consommation défini. Sauf qu'au bout de quelques années, le résultat est catastrophique, à tel point qu'aujourd'hui, l'État de l'Oregon est en train de réfléchir à recriminaliser la consommation de drogue dure. Pourquoi ? Tout simplement parce que, avec les événements qui se sont produits, souvenez-vous avec les BLM, souvenez-vous de ces villes de la côte ouest où certains centres-villes ont été investis, ont été envahis par justement des individus qui sont pour la plupart des consommateurs de ce type de produit. Eh bien malheureusement, statistiquement, l'Oregon a été obligé d'admettre qu'il y avait une très forte augmentation de décès par overdose. Et que là, évidemment, la responsabilité de l'État est engagée. La mort de ces gens est due au fait que l'Oregon a dépénalisé l'usage de drogue dure. Alors, encore une fois, selon des quantités, mais bon, vous savez, le quantitatif, ça ne veut rien dire. Vous pouvez très bien avoir une petite quantité et rentrer dans le cadre de la loi, mais la petite quantité, une fois que vous l'avez consommée, vous la remplacez par une autre petite quantité, etc., etc., etc. Donc, je dirais qu'en France, vous n'êtes pas à la fin de vos surprises. Et que, en effet, ça rejoint ce que je disais déjà dans des précédentes vidéos, c'est qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un seuil d'organisation de ces réseaux criminels, tout comme d'ailleurs le niveau d'ensauvagement et de barbarie de certaines délinquances. Eh bien, la République n'est plus équipée. La République n'a plus les outils. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, la chaîne CNews, justement,
elle pose ce postulat, elle pose cette question. Elle le dit. Elle le dit ouvertement que peut-être justement, il y a un problème avec la justice, il y a un problème avec la police. Qu'aujourd'hui, nous sommes complètement dépassés par les événements. Nous avons instauré des lois, nous avons instauré des systèmes par rapport à ce que nous avions, ce que nous connaissions il y a 30 ou 40 ans, mais que malheureusement l'évolution de ces milieux criminels a considérablement augmenté de façon très dangereuse, tout comme la délinquance, hein, cet ensauvagement, cette barbarie qui se développe. Et qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce qui s'est passé à Rennes et ce qui se passe à Dijon, rejoint ce qui s'est passé avec ce jeune Thomas, là, je crois, c'est Thomas, c'est ça, dont l'enquête a amené à l'interpellation de 11 individus, alors voilà, pour essayer de définir quelles étaient les responsabilités, pour essayer d'obtenir des témoignages, etc. À côté de ça, vous avez un monsieur qui est mort suite à une agression, et suite à la fin de l'enquête, les suspects, hein, les mises en examen, ont été relâchés dans la nature en attente du procès. Alors, vous comprenez, la mère de la victime, qui non seulement ne comprend plus rien de ce qui se passe, qu'elle a tout perdu, elle a perdu son fils, elle a perdu son boulot, elle a perdu sa santé, et aujourd'hui elle apprend que les personnes qui sont pourtant reconnues comme étant les coupables, hein, les auteurs, ont été remis en liberté en attendant leur procès. En attendant leur procès. J'ai envie de dire, finalement, ces histoires, elles rejoignent encore une fois de plus ce que je disais et ce que je dis depuis très longtemps. La déliquescence, la destruction de l'État-nation. À partir du moment où les appareils de protection des citoyens ne fonctionnent plus, eh bien dans ce cas-là, vous installez un climat de peur, et une fois que cette peur est globale, alors elle poussera peut-être des individus à ne pas tendre la gauche et à se forger, à se former en milice et feront des missions punitives. Et certains finiront par se faire interpeller, se faire arrêter, et on leur appliquera évidemment, de toute évidence, l'étiquette d'extrême droite pour accentuer encore plus ce mouvement et cette politique idéologique actuelle de faire ressortir encore le diable et sa queue de l'extrême droite. L'extrême droite, d'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé à Sciences Po, hein, et bien là, vous avez les gauchistes qui sont en train de contre-attaquer en disant qu'en réalité, il n'y a aucune preuve qu'il y a eu un propos antisémite et qu'en réalité, ce propos a été entièrement inventé par des jeunes issus des milieux groupuscules d'extrême droite sionistes. Ben oui, bien sûr. Donc voilà, vous n'avez pas fini de voir la situation empirer. Alors, hier, ce sont des jeunes qui agressent à coups de couteau des individus innocents, des femmes qui se font violer, voire même tuer. Aujourd'hui, on découvre les armes d'assaut qui sont en train de sortir des caves de certaines banlieues dans des règlements de compte entre différents réseaux criminels. Et puis demain, vous aurez des guerres des gangs qui se régleront même parfois en plein milieu de centre-ville. Et qu'est-ce que vous voulez que la police elle fasse ? C'est encore pire parce que si aux États-Unis, lorsqu'il y a des guerres des gangs, les flics ont le droit de tirer,
C'est peut-être pas le cas en France. Aujourd'hui, le policier a de plus en plus peur de sortir son arme. Pourquoi ? Parce que il n'est pas dit que s'il sort son arme, même s'il se fait tirer dessus, risquer de tuer un jeune, de tuer un adolescent, qui plus est un adolescent issu de l'immigration. Alors là, c'est le bouquet final. Et là, vous allez me dire, oui, mais c'est déjà le cas. Le cas Naël, eh oui, bien sûr. À tel point que Crépol, c'est le village, que la mère de la petite ville d'où proviennent ces jeunes et qui avait exprimé son sentiment. Aujourd'hui, cette mère, elle est accusée par une mère ou plusieurs mères de certains suspects de racisme. Oui, allez. Dès qu'on essaie de résoudre des problèmes, dès qu'on met des preuves, des évidences, mais qui impliquent des gens issus de l'immigration ou des étrangers, etc., là, évidemment, on sort le tampon, on sort le bloc d'encre, on encre le tampon et on applique le tampon racisme. C'est systémique, c'est systématique. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cet événement. Et malheureusement, comme je vous le dis, je ne suis pas très optimiste. Au contraire, je suis très pessimiste. La situation va empirer. Et j'ai envie de dire, si vous habitez dans les centres-villes, eh bien, soyez très prudents parce que la situation va de plus en plus dégénérer. Et comme on a des pouvoirs publics qui sont complètement émasculés, tant sur le plan juridique que sur le plan politique, eh bien, que puis-je vous dire d'autre ? Si ce n'est portez-vous bien. Et nous, on se retrouve très prochainement. Oui, je faisais coucou à des collègues. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo parce que l'actualité est tellement riche que ça serait dommage que je passe à côté. Même si je ne fais pas beaucoup de vues. Donc pour ça, n'hésitez pas à partager les vidéos. D'ici là, à très bientôt.